Bonjour chers amis téléspectateurs, internautes. Soyez les bienvenus à notre émission CM Talk qui veut dire Cultures and Morals, ou bien en français Culture et Mœurs. C'est une émission qui essaie de revaloriser nos valeurs africaines. Aujourd'hui, nous parlerons du défi d'élever les enfants d'origine africaine en Occident aussi en Amérique. Et nous avons reçu avec nous deux messieurs. À ma gauche, nous avons monsieur Thomas Mabiala et à ma droite, nous avons monsieur Robert Ndoyi. Et je commencerai à donner la parole à monsieur Thomas Mabiala. Je lui demanderai de se présenter un peu. Je suis Thomas Mabiala, je suis de Democratic Republic, La République du Congo. J'ai étudié la théologie, l'anglais et le marketing. Et par profession, j'ai travaillé pour la Banque mondiale, l'ONU, le gouvernement congolais, ensuite ici en Amérique, le gouvernement américain jusqu'en 2001. Et je suis dans les affaires, je dirige une société, Eli Corporation et Global Development Company. Et dans le cadre de l'église, j'enseigne à Capital Community Church et je dirige le ministère Global Transformation Ministries sur les rues de Raleigh. Voilà. Merci Papa Thomas. Et nous passerons à monsieur Robert Ndoyi. Vous pouvez vous présenter un peu. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup pour nous avoir sur votre plateau. Je suis Robert Ndoyi. Je suis marié à Aline. Et j'ai 3 enfants. Et professionnellement parlant, je suis un scientifique pharmaceutique. Ma spécialisation, c'est plus sur la recherche, le développement, la formulation et la caractérisation, disons la caractérisation des médicaments. Merci. Donc, vous comprendrez que nous n'avons pas choisi n'importe qui, nous n'avons pas invité n'importe qui, mais nous avons quand même des gens qui ont étudié et puis qui sont aussi des parents, je tiens à vous signaler. Et comme je vous l'avais dit au départ, que nous parlerons aussi aujourd'hui du défi d'élever les enfants en Occident ou ici en Amérique. Et j'aimerais un peu savoir quelles sont les difficultés que les parents d'origine africaine rencontrent ici en Amérique pendant qu'ils sont en train plutôt d'élever leurs enfants, parce que, bon, écoutez, les valeurs, les cultures ne sont pas les mêmes. Quelles sont ces difficultés-là, selon vous, M. Robert? Oh, merci pour la parole. Les difficultés, les défis sont nombreux, mais je dirais plus bon. J'ai eu la chance d'avoir tous mes enfants ici, ils sont tous nés ici. Bon, et la façon dont moi, personnellement, je comprends aussi les choses, donc ma façon de voir, ma conception, mais pour ça, pouvoir mieux aussi comprendre les enfants. C'est-à-dire que les difficultés sont là, mais c'est plus dans les contextes je dirais, des conflits de génération. Okay. Voilà. Merci beaucoup. J'aimerais savoir, Papa Thomas, parce que vous avez travaillé quand même pour l'ONU. Pendant un long moment, vous avez eu la chance de parcourir aussi le monde. Vous avez eu la chance de fréquenter des gens de plusieurs cultures, de plusieurs origines. Quelle est la différence qu'il y a entre élever des enfants en Afrique et en Occident? Où est-ce que vous trouvez que c'est facile par rapport aux cultures, par rapport aux mœurs? Je pense que l'un des problèmes, c'est un problème d'abord de langage. Ouais. Je constate que généralement les enfants sont mieux adaptés à la connaissance de la langue, de la culture, de la science dans le pays développé que le parent eux-mêmes. Donc déjà, il y a un problème seulement de par le devoir à l'école, seulement de par la communication et l'acculturation, l'enfant a tendance de mieux s'adapter que le parent. Et si le parent, il y a le disconnect entre, s'il y a, je ne sais pas le mot en français, déconnexion entre
les niveaux de connaissance de l'enfant et le parent, il y a un complexe qui se crée et l'enfant est convaincu que le parent ne maîtrise pas ceci. Donc son attente de recevoir de ce parent devient minime par rapport à un parent qui est en Afrique où c'est l'Afrique, ils partagent la culture. Mais ici, il y a l'acculturation et l'adaptation devient plus rapide vis-à-vis de l'enfant que du parent. Mais c'est Mabiala, là, c'est plus dans un contexte général. C'est-à-dire le point, par exemple, de pouvoir se sentir un peu frustré, tout simplement par rapport, parce qu'on sait qu'on ne peut pas, ou que les enfants ont plus de connaissances que les parents. Bien sûr, les enfants s'adaptent mieux, leurs cerveaux sont encore en train de se développer, c'est-à-dire qu'ils peuvent bien englober des histoires nouvelles, quoi, informationnellement parlant. Mais c'est vraiment ça qui fait la différence aussi. Quand on est plongé dans l'éducation de l'enfant et que l'enfant sache aussi qu'il est enfant et que nous sommes des parents, je pense que bon, et quand l'enfant se rend compte aussi qu'il peut attendre beaucoup de son père ou de sa mère. Je pense que, il y a, si je me joindrais un peu à ce que M. Thomas a dit, parce qu'il y a de ces gens qui n'ont, c'est pas tout le monde qui a eu la chance d'aller à l'école comme ici, là. Les études sont gratuites, bon, tout le monde peut aller à l'école. En Afrique, il y a des gens qui n'ont pas eu la chance de pousser loin leurs études. Vous voyez, et quand ils amènent leurs enfants ici, les enfants ont le privilège d'aller à l'école, d'apprendre beaucoup plus de choses que les parents ne savent pas. Alors si le niveau intellectuel ou la capacité intellectuelle des enfants se trouve au-dessus de celui ou bien de la capacité des parents, vous ne trouvez pas que ça peut causer un conflit? Effectivement, ça crée. L'enfant ne s'attend pas. Il est pharmacien. Il a étudié ici, il a fait ses études ici, il fait les enfants ici, il peut assister son enfant dans un devoir de mathématiques. Mais tu prends un enfant qui est venu du Congo ou de n'importe quel pays, qui vient d'arriver et qui s'adapte rapidement, et tu as un parent qui a étudié en français, l'anglais il ne le maîtrise pas, et l'enfant revient de l'école pour se faire assister dans le devoir, il ne peut pas se faire assister correctement. Avec le temps, il comprend que le parent n'a pas cette capacité de l'aider. Et de plus en plus que le parent devient faible vis-à-vis de ses devoirs, crée un petit complexe dans le parent de maîtriser l'enfant et ça crée un petit complexe de supériorité vis-à-vis de l'enfant. C'est un petit contexte, ce n'est pas que sur tout le Je suis parfaitement avec vous et les enfants en profitent. Maintenant, ils savent que bon, de toutes les façons, bon, mon père ne peut même pas m'aider ou ma mère ne peut même pas m'aider à faire ceci. Donc, ce que je suis en train de faire, il suffit tout simplement peut-être de convaincre mon père ou ma mère. Donc là, j'aurai les passages faciles, je pense. Donc, je suis d'accord. Il faut ajouter à cela la récréation ici, la récréation technique, la technologie, l'avancement de la technologie occupe l'enfant suffisamment par rapport à l'Afrique. C'est un avantage ici pour l'éducation, mais en même temps, c'est-à-dire que les enfants peuvent prendre assez de temps entre eux-mêmes sans avoir besoin complètement de l'implication des parents, puisqu'ils ont le moyen de s'occuper, de se communiquer et qu'on sort. Donc l'avancement technologique ici ne favorise pas aussi la vie familiale comme on l'a vécu en Afrique. Bien sûr. Ben, vous pensez qu'il est facile d'élever des enfants en Afrique qu'ici en Amérique ou en Occident, en Europe, je ne sais pas moi ailleurs, M. Robert? Bon, ça dépend des... C'est-à-dire qu'élever les enfants, par exemple, en Afrique, bon, nos parents, dans la plupart des cas, bon, là aussi, j'essaie tout simplement de pouvoir généraliser. Ils ont cette tendance de pouvoir imposer sur les enfants quoi faire. Bon, là, ça avantage les parents. Donc, c'est facile pour les parents, pour ce qu'ils disent tout simplement. Et les enfants ne font qu'obéir, c'est tout. C'est-à-dire, il n'y a pas de débat, il n'y a pas... Tu dis tout simplement, l'enfant fait ceci. Tu peux même lui imposer un champ d'études.
Mais c'est pas tout le monde. Il y a des parents qui discutent avec leurs enfants. C'est ça, justement. J'ai dit dans un contexte général. Ouais. Vraiment. Bon, je ne sais pas, mais peut-être les choses ont changé maintenant. Et vu la mondialisation, tout le monde sait ce qui se passe ailleurs. Mais je parle dans un contexte général. Les parents ont tendance à imposer sur les enfants la destinée de leur vie. Mais, ok, vas-y. Il y a une bonne dose d'informations qu'on peut vraiment tirer de ce point de vue-là. Je pense qu'on a les soins de pouvoir. Mais pour revenir à votre question, s'il est plus facile d'élever les enfants en Afrique ou ici, comme ça. Je dis par rapport à nos valeurs, nos cultures. Par rapport à nos valeurs. Si on veut rester africain, évidemment, c'est en Afrique qu'on peut mieux élever un enfant si l'objectif est l'africanisation. Mais il y a un avantage à avoir les enfants à l'Occident parce que la formation, l'avancement technologique, les types de formation que les enfants vont obtenir à l'étranger, ils ne l'auront pas de l'autre côté. Mais il y a un prix à payer. Quand on va dans un pays comme l'Amérique, nous venons ici, nous allons être transformés, nous sommes américains. Nous vivons comme en Amérique parce que nous voulons la science. Il est pharmacien, il a été formé ici. Donc, il est pharmacien, pas que pharmacien de Kinshasa. Parce que si tu es pharmacien au Congo, il y a le standard. Ici, il y a deux standards. Donc, la manière d'élever les enfants va être influencée par la culture américaine, par l'éducation américaine, les lois sociales américaines. Et à la fin, c'est vrai, c'est bien d'élever son enfant ici par rapport à l'avancement. Il aura les livres qu'il faut, il aura le librairie qu'il faut, il aura l'ordinateur là où il le faut. Par contre, en Afrique, il n'aura pas cet avancement technologique. Mais culturellement parlant, les mœurs nous aliènent un peu ici par rapport à nos mœurs africaines qui peuvent être peut-être un peu plus sociales. Est-ce que, bon, si nous parlons un peu de point de vue social, vous pensez qu'il n'est pas avantageux de garder certaines valeurs, certaines mœurs africaines, d'embrasser tout ce que nous trouvons ici en Amérique ou je sais pas. Ouais, moi je pense que je suis parfaitement d'accord avec ce que M. Mabiala vient de dire, mais j'aimerais tout simplement ajouter une chose. Nos valeurs sont bonnes, mais elles doivent être adaptées à la modernité. Bon, c'est-à-dire que nous pouvons bien élever nos enfants avec nos valeurs africaines, mais adaptées à la modernité. Je vais t'interrompre s'il te plaît. Donc, tu trouveras ça normal, si je peux te tutoyer, si jamais tu reçois un cousin ou tu recevais un oncle qui vient de l'Afrique, il arrive chez toi et puis un de tes enfants l'appelait à son nom, par exemple Jean, Paul, et pourtant chez nous en Afrique, tu ne peux pas appeler quelqu'un qui est plus âgé que toi là, par son nom. Est-ce que toi étant africain, bien sûr que tu as vécu ici longtemps, ça ne te dérangerait pas, ça ne te mettrait pas mal à l'aise? Pas du tout. Pas du tout. Peut-être c'est surprenant et beaucoup de gens disent, bon, pour moi pas du tout. Tout simplement parce que si je peux appuyer ma réponse, c'est pas le fait de pouvoir s'accorder des titres et qu'on puisse, bon, je sais pas moi, bon, je dirais même louer les gens et que les gens, qu'il y a respect. C'est-à-dire que le respect n'est pas dû au fait que j'appelle, je sais pas moi, mon frère aîné, Yaedo, par exemple. Non, c'est pour moi, bon, je sais qu'il est mon frère aîné. Je le respecte beaucoup, ça ne change pas. Même si je l'appelais Edo, c'est mon frère, il sait que je le respecte. C'est-à-dire pour moi, c'est dans ce sens-là. Est-ce que cela dérangerait les autres? Certainement. Mais moi, je ne suis pas parmi, puisqu'il y a trop... Mais, monsieur Robert, quelles sont les valeurs africaines que vous pensez que nous pouvons garder, bien que conserver, bien que vivant ici en Amérique pendant un long moment? Qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez quand même léguer comme héritage à vos enfants et que cela aille de génération en génération, comme du point de vue de valeur? Moi, je dirais la solidarité africaine, par exemple. L'être africain est un être communautaire. Voilà. Et dans le contexte aussi occidental,
les gens sont beaucoup plus égoïstes et individualistes. Ouais. Et ça, je pense que c'est quelque chose, bon, parlant de la communauté, c'est quelque chose que nous pouvons vraiment, en tant que valeur, léguer à nos enfants. Okay. C'est-à-dire que cet esprit-là de solidarité, cet esprit d'altruisme, et cet esprit, ce sens communautaire et communautaire. Okay. Ouais. Je vais ajouter quelque chose, c'est très important. Je vois les Africains dans tout le pays. Ouais. Tous les ressortissants africains dans ce pays ici, ils envoient l'argent en Afrique, dans leur pays, par des billions de dollars. Tout le pays africain, il est démontré par la Banque mondiale que nous envoyons de l'Amérique, de l'Europe et du Canada 4 fois, 5 fois plus que le budget même des pays africains, de ce pays-là. Mais vous allez constater que nos enfants, ils ne nous accompagnent pas, ils ne peuvent pas envoyer cet argent-là, même à notre place. On n'envoie pas son enfant à MoneyGram, au Western Union, pour aller remplir et lui dire que ça c'est l'oncle et que pour vivre, il a besoin de ça, je lui envoie ça comme partie de ton argent, parce que c'est leur argent. Ouais. Au lieu que je paye pour toi ceci, on envoie à lui parce que c'est notre culture. Nous ne le faisons pas. Donc, après notre génération aussi, d'envoyer cet argent-là, quand on est fatigué, on est passé, il n'y aura pas. Ouais. Il n'y aura pas ce suivi-là. C'est pourquoi moi, personnellement, quand j'envoie de l'argent, je demande à ma fille d'appeler le pays. Je demande et j'explique qui reçoit cet argent. Si on ne fait pas la solidarité dont il parle là, elle va s'éteindre avec lui. Parce que les enfants là de pharmaciens, vous voyez là, ce sont des enfants totalement américains qui sont les individualistes dont nous parlons là. Et ça me rappelle, bon, j'avais eu une conversation avec mes enfants et bon, je leur disais que comment ils ne peuvent pas gaspiller la nourriture comme ils veulent, tout simplement parce que j'essayais de leur dire qu'au Congo, et il y a des gens qui font 3 jours, c'est-à-dire qui mangent selon les gants. C'est justement ça, c'est-à-dire que le lundi, par exemple, c'est les pères qui mangent. Et le mercredi, ce sont les enfants. Et le samedi ou le dimanche, c'est la maman. Et les enfants, bon, ils étaient choqués. Bon, j'étais vraiment sérieux. Je leur ai dit, mais écoute, c'est vraiment ça en Afrique. C'est-à-dire, ce n'est pas tout le monde qui a les privilèges de pouvoir manger. Manger, c'est un luxe dans beaucoup de maisons en Afrique. Et ils étaient tellement surpris et de temps en temps, maintenant ils commencent à me dire, vous pouvez envoyer des sous à ma grand-mère, pourquoi vous ne faites pas ceci? Est-ce qu'ils ont besoin des habits? Maintenant ils ont cette sensibilité-là de pouvoir, par rapport à la conversation qu'on a toujours eue avec eux. Mais j'aurais une question pour M. Thomas, parce que vous êtes un agent de l'ONU. Je sais que vous connaissez quand même la loi. Vous serez d'accord avec moi si je disais que l'Occident quand même donne, la loi occidentale donne un peu une certaine liberté d'expression aux enfants qui des fois abusent ou bien créent un conflit avec l'éducation que nous donnons à nos enfants à la maison. C'est vrai, là, vous parlez de la discipline. Généralement, l'Africain, nous sommes habitués à la chicotte. Dieu dit aussi qu'il ne faut pas épargner la chicotte pour éduquer l'enfant. Nous avons grandi à être chicotés par nos parents. Et le résultat, c'est que nous sommes sérieux, nous sommes bien. Et avec la société présente, on n'utilise pas... C'est la modernisation dont il a parlé. Quand on se modernise, on étudie, on voit que la colère avec laquelle on tape l'enfant et le stigma que ça peut laisser, psychologiquement, ça peut aussi nuire. Donc, à ce moment-là, on peut réconcilier. Il y a moyen de chercher de punir sans que ce soit la chicotte ou avec force colérique qui devient finalement un problème ajouté à un autre problème. Mais il est possible, quand on est ici en Amérique, en Europe, d'avoir des mécanismes de punition sur nos enfants qui puissent approcher un peu cette capacité de discipliner.
Oui. Mais le manque de discipline, laisser l'enfant seulement comme ça et ne pas le discipliner, ne pas prendre certaines mesures, ou peut-être reconnaître celui qui fait le bien et l'autre qui ne fait pas, se sent puni par le fait qu'il n'a pas les privilèges de l'autre. S'il y a des mécanismes pour que nous amenions, mais ne pas punir l'enfant parce qu'on est à l'étranger. Donc il n'est pas bon que les parents tapent les enfants comme ça. Je pense que ce n'est pas approprié de frapper. La manière dont on nous a frappé en Afrique ou qu'on frappe n'est pas celle que la Bible recommande. C'est une punition, c'est une petite chicotte qu'on tape à l'enfant, mais vous avez toujours l'amour. Mais la colère qui vient généralement sur l'Africain, pendant qu'il tape l'enfant, c'est une colère de bataille, et ça, il faut éviter. Donc on peut dire que les parents peuvent légèrement frapper sur les enfants, donner des fessées comme... Je le fais, moi. Tous mes enfants, quand ils grandissaient ici, je le fais, et j'ai dit à la police que je le ferai tant que ce serait comme ceci, mais ils m'ont pas appréhendé être agressif vis-à-vis de l'enfant. Donc la punition doit s'arrêter à un certain niveau quand même. Il faut gérer, il ne faut pas que notre colère s'éclate sur l'enfant et frapper à ce moment-là, c'est contre la loi. Qu'est-ce que tu en penses, Robert? Moi je dirais que ce n'est même pas une punition, c'est une forme de discipline tout simplement. Une correction, si on peut le dire. C'est ça. Pour élever les enfants, il y a beaucoup de choses que les enfants ils ne connaissent pas. Bon, c'est-à-dire qu'ils doivent être, disons, orientés pour pouvoir comprendre un certain nombre de choses. Et bon, la discipline n'est pas forcément taper sur l'enfant. C'est pas forcément ça. Des fois, parler peut même effrayer l'enfant plus que la chicotte. Et même ne pas parler. Et c'est justement ça, puisqu'il y a eu des cas dans mon propre contexte, et que le fait tout simplement d'appeler l'enfant, il se met à pleurer, c'est tout. Le fait de lui dire tout simplement que non, bon, c'est-à-dire je n'ai même encore rien fait. Moi je me souviens, mon père il nous faisait pleurer juste par le regard. Hein. Tu commets une bêtise, il te regarde comme ça, là tu sais que papa est vraiment fâché, il commence à pleurer et puis... C'est dans ce sens-là, c'est-à-dire que ça dépend de, disons, l'ambiance, comment les protocoles qu'on a dans la maison pour pouvoir élever les enfants, quoi. Donc c'est plus ça. Et les enfants savent aussi les limites des parents. Ils savent ça. Ils savent les limites des parents. Monsieur Thomas, vous pensez que ces parents-là qui n'ont pas une bonne base spirituelle peuvent vraiment bien élever les enfants? Non, c'est impossible. La valeur spirituelle, c'est la base de la fondation. Puisque si nous tombons d'accord que nous avons été créés par Dieu, Dieu recommande dès le départ dans la Bible, il recommande que nous puissions élever nos enfants selon la voie de Dieu. Et quand ils ont grandi, ils n'en partiront pas. Deutéronome 22, 6. Et il va dire aux enfants d'Israël que quand vous allez sortir, comme vous êtes sortis d'Israël, il faut commencer à parler de ces choses à la maison, quand vous êtes assis, quand vous sortez, Deutéronome 6, 6, pour que les enfants entendent et vous les éleviez selon Dieu. Et dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Il est dit que nous devons élever les enfants, le père, n'irritez pas. N'irritez pas vos enfants, mais élevons-le selon la loi du Seigneur. Donc, ça va, je ne vois pas comment on peut enlever Dieu, prétendre que vous allez produire quelqu'un qui est un bon homme dans la société, productif, et être capable. Bien sûr, il y a des sociétés qui ne sont pas chrétiennes, qui ne connaissent pas Dieu, tout ça. On va me dire tout ça, mais il y a quelque chose qu'il y a dans la parole de Dieu qu'on ne trouve pas ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses aussi? Mais l'homme est un être intégral. C'est-à-dire qu'il y a le physique, bon, le corps qui nous voit, mais il y a aussi l'esprit, bien sûr. Bon, c'est-à-dire que l'enfant ne peut pas s'épanouir si cette dimension spirituelle est absente. C'est ça justement. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre... Ça me rappelle une histoire. Il y a une béninoise qui était venue chez nous. Son père est pasteur. Bon, ce sont des filles qui ont grandi ici. En fait, elle a grandi ici.
Mais son père, bon, ça dit quand on parle de la discipline, je ne sais pas quelle forme de discipline il y avait, mais tout ce qu'il a dit, son père est maintenant au Bénin. Elle est ici. Elle est âgée, elle est battue, elle fait ce qu'elle veut. Normalement, elle devrait faire ce qu'elle veut, puisque son père, sa mère n'est pas ici. Mais elle nous a dit que quand elle se réveille, des fois, c'est-à-dire pour sortir, elle entend toujours la voix de son père qui lui dit non, n'ose même pas, aujourd'hui c'est dimanche. Tu sais, tu dois aller à l'église. Elle nous disait ça, j'étais surpris. Donc elle m'a dit, mais elle était sérieuse. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des fois, elle appelle, elle veut sortir, elle appelle ses amis pour leur dire non. Vous savez quoi? Mon père m'a dit de ne pas sortir, mais son père n'est pas ici. C'est ça, elle veut les enfants selon la voie divine, et quand elle sera à l'âge de pouvoir prendre ses décisions, ça, elle ne peut pas s'en détourner. Maintenant, c'est-à-dire c'est ça les fondements. Okay. La base même, quand l'enfant a déjà ça, même après l'âge de 18 ans, avant de faire quelque chose, elle aura toujours à réfléchir deux fois. Et que conseillerez-vous à ces parents-là qui n'ont pas une certaine maturité spirituelle et qui sont en train de lever leurs enfants plutôt? Vous pensez qu'il serait mieux d'essayer de croître spirituellement pour aider aussi les enfants, être un bon exemple? Vous savez, même pour être pasteur, même pour être diacre, les conditions de la Bible, 1 Timothée chapitre 3, ça décrit les conditions de bishop, le pasteur, et les conditions de diacre. Il est dit, il faut qu'il soit capable de tenir sa maison en bon état et élever ses enfants droitement et que les enfants lui obéissent. C'est une condition sine qua non. Si quelqu'un ne peut pas gérer sa propre maison, il ne peut pas gérer les choses de Dieu. Donc, même la définition du pastoral, du diaconat, réside sur la manière de gérer. Si ce monsieur-ci, il est pharmacien, il va au travail, il fait des grandes choses dans sa compagnie là, mais si à la maison, il ne peut pas être un bon mari à sa femme et un bon père à ses enfants, nous allons subir les résultats de cela au travail et partout. Par là, nous pouvons dire que l'éducation que nous recevons à l'école et celle que nous recevons à la maison ont toutes les deux, chacune des résultats différents ou bien des objectifs différents. N'est-ce pas? Parce que l'éducation qu'on reçoit à l'école nous permet de faire de l'argent, d'aller à l'école, d'avoir un métier, mais c'est à la maison qu'on apprend à être un homme. Oui, c'est-à-dire, comme il a dit, c'est intégral. Le peuple meurt faute de connaissance. Nous avons besoin de la connaissance. Il faut que nous acquérions de l'école, de l'université, les habilités, les connaissances. On ne devient pas, il ne peut pas sortir comme ça s'il n'a pas été licensed ou bien il n'a pas étudié. Il ne peut pas nous donner des formules et nous dire faites ça, et vous avez un médicament, sinon ça va nous tuer. Ça prend des années qu'il aille pour étudier ça. Mais il a fallu un cadre dans la maison pour qu'il tienne et qu'il n'ait pas abandonné l'école pour se faire. Parce qu'il pouvait, tout le monde qui a étudié avec lui à l'école primaire, au secondaire, n'est pas arrivé à l'université terminée, être dans la vie. Il y en a qui ont laissé l'école et qui sont partis dans d'autres chemins et puis c'est devenu des bandits. Mais ça prenait l'école, ça prenait l'église, ça prenait la famille, tout ensemble produisent, tout cela, tous ces éléments produisent un Thomas que je suis. Produisent ce que vous êtes pasteur, c'est qu'il est pharmacien. C'est la société, la communauté, l'église, la maison, d'abord comme fondation. Tout à fait. Donc, par là, je pourrais dire que tout, que ce soit l'éducation de la maison, l'éducation de l'école, tout ça là, nous en avons tous besoin pour être importants dans la société. Oui, et le gouvernement, il ne faut pas oublier. Souvent, nous oublions le gouvernement. Et le gouvernement, gouvernement, c'est une institution de Dieu. La famille, c'est la première institution de Dieu. Ensuite, le gouvernement a été institué par Dieu et l'Église. L'Église de Christ a été instituée la dernière et ensemble, ça produit ce que nous sommes. Voilà, merci beaucoup, chers amis. Je pense que vous avez capté quand même le message. Et je demanderai à chacun de vous, je commencerai par M. Robert, si tu avais un ou des conseils à prodiguer à tous ces parents-là qui éprouvent des difficultés, élevant des
des enfants ici en Amérique ou en Europe, qu'est-ce que tu pourrais leur dire en 30 secondes là? En tant que parents, bon, les enfants, nous sommes procréateurs de ces enfants-là, mais nous ne sommes pas leurs maîtres. C'est-à-dire que notre devoir, c'est de pouvoir aider les enfants et à s'épanouir spirituellement et puis bon, même dans les contextes intellectuels. Et nous devons aussi le comprendre dans ce sens que bon, nous devons savoir ce qu'ils veulent, pas leur donner tout, mais surtout le comprendre. Ouais. Moi, je dirais ça, mais la discipline ne peut pas manquer. Mais discipliner, s'il faut discipliner dans l'amour. Mais vous ne trouvez pas que la liberté de l'Amérique aussi, des fois, ça fait dérouter nos enfants, ça... Je sais pas, parce que moi j'ai déjà vu des enfants qui disent à leurs parents, écoutez, vous n'avez pas le droit de me faire ceci, si tu dis ceci, bon, j'appelle la police. Bon, c'est justement ça, la fondation, la famille, c'est la cellule de base. C'est la cellule de base. Moi, je ne peux pas comprendre, mes enfants ne peuvent jamais faire ça. Okay. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent jamais faire ça. C'est-à-dire quand nous disons que, bon, il y a des enfants qui appellent la police sur leurs parents pour accuser ou faire ceci. Bon, maintenant, il y a eu des rapages quelque part. Okay. Dans l'éducation de ces enfants-là, au niveau de la famille. Merci beaucoup, Monsieur Thomas. Moi, je pense que j'ai fait le ministère en ville pour les démunis. Oui. Les voyous, les gens qui viennent de prison et consorts et tout ça. Il est constaté qu'il y a une absence de père. Voilà. Il y a une absence de père. Surtout ici en Amérique. C'est ce qui fait que les enfants sont élevés par des mamans seules et les mamans là, célibataires, doivent beaucoup travailler pour faire cela. Donc, pas assez de temps pour je pense que l'éducation dont nous parlons, nos enfants, le mœurs, ça va commencer par le père. Ouais. Il faut qu'il y ait un homme dans la maison qui aime la femme. Si comme j'aime ma femme grâce, je produis des enfants et ces enfants-là voient que leur mère est aimée, ça fait la différence. Donc il faut que les hommes se redressent, aiment leurs épouses et qu'avec leurs épouses, nous élevions nos enfants sous Dieu, sous les gouvernements, sous l'éducation et en apprentissage. Parce que c'est une école aussi. On n'est pas parfait, nous aussi les parents. Nous pouvons aussi apprendre de ces enfants, nous pouvons apprendre des autres, mais nous devons apprendre à nous ouvrir. Il faut que l'homme à la maison ait un pasteur, ait des amis, que nous ayons des clubs comme Africains, nous sommes venus ici, qu'on se rencontre, que de tels programmes viennent à nous pour nous éduquer, nous encourager, nous conseiller et qu'ensemble nous puissions aller de l'avant. Mais moi je pense que l'homme à la maison, quand il y a un père qui se dresse et qui dirige bien sa maison, ça fait la différence avec les enfants. Voilà, merci chers amis téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous avons vu que l'homme a un rôle très important à jouer dans la maison. Je pourrais même dire que un rôle inévitable, un rôle qui est vraiment obligatoire, donc qu'il doit jouer dans la famille pour l'équilibre même de l'ambiance, pour une bonne éducation et puis pour assurer le futur des enfants. Donc prochainement nous allons nous retrouver avec des femmes et nous allons essayer un peu de discuter sur les difficultés d'être, comme on dit ici, single mother, des gens, des femmes là qui ont des enfants mais qui sont seules, comme des femmes seules, je pense en français. Nous allons parler de ça et jusqu'à ce que nous nous retrouvions, que le Seigneur vous bénisse, passez une bonne journée par là où vous êtes, une bonne soirée, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci M. Thomas Obiala et merci M. Robert Ndoye. Je pense que bon, c'était la première fois que vous veniez participer, mais ce n'est pas la dernière fois. Je pense que nous reviendrons une autre fois avec M. Thomas pour parler un peu du partenariat, plutôt de l'entrepreneuriat, parce que lui il est aussi dans le domaine là. Et nous recevrons une autre fois encore M. Robert Ndoye pour parler un peu du système de l'éducation ici en Amérique, parce que nous avons aussi une autre personne qui va discuter de ça avec toi, un Gabonais, parce que nous ne voulons pas seulement inviter des Congolais, nous voulons avoir des différents points de vue, des différents avis, des gens qui sont aussi d'autres cultures, qui viennent d'autres cultures pour essayer un peu d'enrichir notre connaissance et de communiquer cela
tout cela qui nous suit. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne journée.